Je vais d'abord vous remercier, ça fait plaisir, ça fait même chaud au cœur de vous voir, parce que vous êtes nombreux d'abord, et plus nombreux qu'on ne le pensait, malgré les difficultés, malgré le Covid, malgré la date, malgré l'heure. Et donc c'est vraiment une chose qui nous ravit et qui nous fait plaisir. Merci aussi à ceux qui viennent de loin, parce qu'il y en a qui viennent, qui n'habitent pas forcément à Paris. Et donc je les remercie également d'être venus de si loin pour discuter un peu avec nous. Comment? Ils sont là. Ben, merci beaucoup. Alors, effectivement, le 20 juillet, quand on a publié ce texte, enfin quand j'ai publié ce texte que j'avais écrit avec quelques amis, c'était une bouteille à la mer, parce qu'il y a eu beaucoup de textes qui ont été publiés à l'époque, et la plupart, même pour pas dire tous, c'était des textes très intéressants, mais ils n'ont pas eu de lendemain. Il se trouve que celui-là a fait son chemin. Et ce chemin aboutit aujourd'hui à cette réunion constitutive. Donc, comme l'a dit Benoît, on a dépassé, enfin, on approche les 4500 signatures, alors qu'il y en avait que 140 au départ. Donc, nous partîmes 140 et nous fûmes 4500 en arrivant ici. Donc, c'est pas mal. Mais surtout, il y a des centaines de gens qui ont réagi, qui ont écrit, des gens qui veulent participer, qui veulent travailler, qui veulent contribuer au but, aux objectifs que nous nous sommes fixés. Et il y a même des gens qui veulent créer des groupes locaux. Donc on va faire en sorte que ça soit possible et que soit moi je me déplace, soit qui se déplace. J'ai une excuse à présenter d'ailleurs sur ce sujet, parce que je me suis fait engueuler par mail, parce que j'ai reçu un mec qui dit bah, évidemment, comme d'habitude, on fait une réunion le lundi soir. Comment voulez-vous que quand on n'habite pas à Paris, on vienne? Ce qui est une juste remarque. Qui n'était pas parvenu jusqu'à mon cerveau, malheureusement. Je suis trop parisien, c'est un de mes défauts, j'en ai beaucoup. Mais bon, on va effectivement essayer de corriger cette erreur. Et donc, toutes nos excuses pour l'impair. Alors, la démarche, elle vient d'être résumée. Hein. Le fait même qu'il y ait eu toutes ces signatures et toutes ces propositions de participation montre que ça répond à une attente. C'est un signe. Un signe qu'il y a une vraie crainte. C'est-à-dire qu'effectivement, au premier tour, il y a des candidats de gauche très, très estimables, qui sont un peu courts dans le score, et puis au deuxième tour, on remet ça, on a le même schéma avec Marine Le Pen d'un côté, Emmanuel Macron de l'autre, ou variante, quelqu'un de droite et quelqu'un d'extrême droite, ce qui n'est pas beaucoup plus affriolant pour des gens comme moi, en tout cas, ou comme nous, pour des gens de gauche. Et donc, en plus, il y a un côté roulette russe dans cette affaire. C'est-à-dire que vous avez un deuxième tour avec Marine Le Pen, donc il n'y a qu'une seule balle dans le barillet. Donc la première fois, ben, ça part pas. Puis la deuxième fois non plus. Puis la troisième fois, le coup part et elle est élue. C'est ce qui peut se passer, parce que c'est la troisième fois qu'on va avoir le même schéma, le Front National et quelqu'un d'autre. Donc là, il y a un risque. Il y a un risque réel. Et donc pour l'écarter, pour pallier ce danger, notre raisonnement, mon raisonnement, c'est que la gauche, qu'on appelait autrefois réformiste, social-démocrate, etc., des mots un peu vieillis maintenant, moi que j'appelle la gauche de l'action. Je pense que cette gauche-là doit se refonder, se réinventer, se renouveler en tout cas, pour d'abord renouer avec les classes populaires. C'est quand même une des fonctions des partis de gauche et des organisations de gauche, des courants de gauche, que d'exprimer les intérêts des gens les plus défavorisés. Donc renouer avec les classes populaires sur un projet social, écologique, républicain. Bon, en gros, il y a trois gauches, hein, on le sait. Il y a une gauche radicale, il y a une gauche écologiste. Chacune a sa légitimité. Il ne s'agit pas de les mettre en cause. Il y a des désaccords, mais il ne s'agit pas de les critiquer comme ça pour faire de la polémique. Mais il y en a une troisième, qui est la gauche que j'appelle la gauche de l'action. Et l'histoire montre que c'est toujours avec cette gauche-là que la gauche a gagné. Elle a toujours perdu quand c'était pas elle qui était... Alors vous me direz, ça peut changer, Macron, etc. Je ne crois pas. Je crois que actuellement, la gauche est à 25%. C'est quand même pas beaucoup. Donc il faut élargir. Et une des manières d'élargir, c'est de renouer avec les classes populaires, et c'est de faire en sorte que cette gauche crédible, de transformation sociale, mais crédible, soit plus forte, plus présente, plus active. Il y a un espace politique
à occuper avec constance, avec activité et même avec fierté. Ça n'empêche pas l'unité. L'unité est absolument nécessaire. Elle aura lieu si, à moins que tout le monde reste dans une folie, comment dire, solitaire, elle aura lieu, mais on n'y est pas encore. Hein, il y a plusieurs étapes, il y a 2 étapes. Et avant qu'il y ait une synthèse, comme le savent les philosophes, il y a une thèse et une antithèse. Donc pour l'instant, on est plutôt dans cette phase-là, une thèse, une antithèse. Et l'antithèse gauche de l'action, elle est nécessaire. Alors je disais avec fierté, parce que ça c'est une sorte de confession, quoi. C'est que moi j'ai toujours voté pour cette gauche-là. Toujours voté pour la gauche qui gouverne, quoi, quand elle peut gouverner. Je ne vois pas pourquoi je devrais m'en excuser, pourquoi je devrais avoir honte. Je me fais engueuler. Je me suis fait engueuler. Mais cela dit, cette gauche-là se fait engueuler depuis 2 siècles, il faut le savoir. Je suis habitué à ça. Souvent, les critiques viennent de la gauche dite radicale. Mais évidemment, la gauche radicale ne se trompe jamais. Elle se trompe jamais. Pourquoi? Parce qu'elle gouverne jamais. Elle gouverne sauf dans une coalition emmenée en général par la gauche d'action. Vous prenez toute l'histoire, ça s'est passé comme ça. Et à mon avis, ça continue. Et donc, il n'y a aucune raison de raser les murs, de se promener dans la rue avec la chemise déchirée et de la cendre sur la tête, et de s'excuser d'avoir voté pour des gens qui gouvernent. Donc, qui acceptent toutes les difficultés, toutes les imperfections, parfois même les reniements qu'on peut éprouver quand on est au pouvoir. Après tout, est-ce qu'on a à rougir de ce bilan? Si on prend un peu de perspective, si on prend un peu de recul, après tout, qui a accru les droits des travailleurs dans les entreprises? Qui a créé le revenu minimum? Qui a créé la CMU, la couverture maladie universelle? Qui a créé l'allocation, enfin, l'aide médicale d'État pour les migrants? Qui a créé, qui a fait voter les 35 heures, donc qui a réduit le temps de travail? Qui a mis à 60 ans l'âge de départ à la retraite pour les carrières très longues, etc., etc. Qui a fait le mariage pour tous, qui a engagé la décentralisation du pays, qui a libéré l'audiovisuel. Je pourrais continuer comme ça pendant une demi-heure. Hein, donc je ne le ferai pas, mais chacun comprend ce que je veux dire. Cette gauche-là n'a pas à avoir honte d'exister, elle n'a pas à avoir honte d'avoir gouverné, elle a bien fait de le faire, et elle a fait une société moins dure, une société plus humaine. Et donc c'est cette histoire-là dont il faut renouer les fils. C'est ça l'essentiel. Beaucoup de gens disent, mais après tout, les écologistes peuvent très bien le faire. D'ailleurs, pourquoi pas? S'il y a un candidat écologiste à la fin de cette séquence en 2022, je voterai pour lui. Il n'y a pas de problème. Seulement, je ne suis pas sûr que ça puisse se produire. Les écologistes ont fait une chose extrêmement précieuse. Il faut leur rendre hommage à chaque fois. Pour ça, ils nous ont ouvert les yeux sur les problèmes de la planète. Ils nous ont fait comprendre que c'était une planète finie, qu'on ne pouvait plus avoir ce capitalisme prédateur, cette production sans maîtrise, et qu'il fallait entretenir avec la nature des rapports totalement différents, qui ne soient pas des rapports de prédation, mais des rapports de partenariat. Bon, on est d'accord là-dessus. Et finalement, toute la gauche, en gros, est d'accord maintenant là-dessus. Mais je ne pense pas que l'écologie puisse absorber l'ensemble de la gauche. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que j'écoutais par exemple le maire de Lyon, qui s'appelle M. Doucet. Le jour de son élection, il a dit, voilà, la droite et la gauche, tout ça c'est dépassé, hein, c'est l'histoire ancienne, ce qui compte, c'est d'être terrestre ou antiterrestre. Alors c'est une formulation un peu bizarre. Il a oublié les extraterrestres, par exemple. Mais je ne crois pas qu'il ait raison. Je ne crois pas que la vie politique, maintenant, se divise entre ceux qui sont des amis de la Terre et ceux qui sont les ennemis de la Terre. D'abord parce qu'à gauche, personne ne se dit maintenant ennemi de la Terre. Fort heureusement, d'ailleurs, il y a eu une conversion générale. Et par contre, la question sociale reste le point de clivage, le point qui répartit le champ politique. Le clivage droite-gauche existe toujours et il est toujours fondé, pour l'essentiel, sur la question de l'égalité. Donc l'écologie est une priorité absolue. Et donc il faut avoir un plan construit, intelligent, mis en œuvre avec beaucoup de fermeté, mais dans le cadre d'un projet d'égalité, d'un projet de justice sociale. C'est
conviction profonde. Et d'ailleurs, ça a été vérifié, pas plus tard qu'il y a 2 ans. On a fait une mesure écologique tout à fait sensée, tout à fait sur le papier qui était très bien, qui consiste à augmenter, par une taxe carbone, le carburant. Et ça a créé une crise sociale qui a duré 1 an. Bon. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas vu avant, moi le premier, hein, c'est pas la question, mais on n'avait pas vu avant qu'il y avait une forte inégalité, une injustice même, qui séparait, qui divisait, pour faire court, les urbains et les gens de entre guillemets, la France périphérique. On n'avait pas vu ça. Et ça va être la même chose pour beaucoup de mesures écologiques. Quand on dit il y a certains secteurs qui doivent régresser, c'est vrai, parce qu'ils polluent trop, mais qu'est-ce que vont devenir les salariés qui y sont? Donc il y a un problème social. Le problème social est presque un préalable, je dirais, à la stratégie écologique. Donc je ne pense pas que Europe Écologie Les Verts puisse, comme parti, absorber l'ensemble de la gauche, représenter l'ensemble de la gauche. Il faut qu'il y ait un équilibre. Et après, il y aura une discussion, il y aura la synthèse, la plateforme commune qu'on peut appeler de nos voeux et qui est également notre but. Alors, il y a d'autres gens qui disent oui, tout ça c'est des raisonnements. D'abord, Geoffrin, il est vieux, toujours agréable. Je ne suis pas plus vieux que Mélenchon, après tout. Et en politique, encore moins que Bernie Sanders. Et en politique, je suis très jeune. J'ai 1 mois. Donc ça va, c'est pas trop vieux. Je suis l'ancienneté en journalisme, je me reconnais. Mais en politique, je suis un novice. Un blanc-bec, même. Un bleu. Même je suis plutôt rouge ou rose, mais je suis un bleu. Et donc c'est une catégorie qui me paraît faible. D'autant plus qu'entre la gauche, supposer que ça existe, la gauche d'avant et la gauche d'après, il y a quand même une sorte de continuité, il y a une filiation, il y a une transmission. Et c'est quoi la transmission? C'est les mêmes valeurs. Des valeurs d'égalité, de justice. Entre la gauche d'avant, soi-disant, et la gauche d'après, il y a la République. Donc il y a quand même un lien. Et puis cette distinction temporelle, générationnelle, entre ceux d'avant et ceux d'après, ça me fait penser à quelque chose. Ça fait penser à ceux qui parlaient, ou qui parlent encore même, du nouveau monde et de l'ancien monde. Et c'est une distinction très macronienne, en fait. Dans le style, pas dans le fond, évidemment, mais dans le style. Et donc ça me paraît peu pertinent. Et d'ailleurs, on a vu que ce que ça a pu donner. D'autant plus que le but de l'association, c'est pas de s'occuper du passé de la gauche, c'est de s'occuper de l'avenir du pays. C'est pas tout à fait la même chose. Hein, on n'a pas l'intention de faire le cercle des sociaux-démocrates disparus, n'est-ce pas? C'est pas le but, c'est pas le projet. Le projet, c'est de s'occuper d'un projet d'avenir, c'est de s'occuper de refonder cette gauche, je le répète, de l'action, et qui mette le pays sur la voie d'une transition sociale et écologique. Alors, juste un petit point. Il y a des gens qui disent que cette affaire est liée à la volonté de soutenir un jour une candidature. Bon. D'abord, je ne crois pas qu'il y ait de candidature déclarée, premier point. Deuxième point, les gens qui sont ici et les gens qui ont signé ne sont pas des responsables politiques, ne sont pas des élus, et il n'y en a pas parmi nous. Il n'y en aura pas avant longtemps. Moi, j'ai rien contre la politique, j'ai rien contre les élus, mais c'est pas du tout le programme immédiat. Et de toute manière, quoi qu'il en soit, et quoi qu'il arrive, c'est une association. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais décider de savoir le jour venu, à l'heure dite, c'est-à-dire pas maintenant, mais dans 1 an à peu près, c'est pas moi qui vais dire il faudra soutenir un tel ou une telle. C'est une association. L'association est composée de ses membres. Ces membres décideront, quand ça sera le moment de le faire, quelle attitude ils doivent adopter pour quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre ou pour personne, peu importe. Et personne ne peut prévoir aujourd'hui de ce que sera la décision des membres de l'association. Donc voilà, ça c'est pour écarter un peu les polémiques inutiles. Donc on a décidé de commencer par le commencement, c'est-à-dire par les idées. C'est quand même ça qui nous intéresse. C'est ça qui me motive. Moi je quitte le journalisme, c'est amusant le journalisme. Donc il faut que j'y trouve un peu de plaisir. Le plaisir, c'est de discuter du fond, d'essayer de comprendre où va la société, comment elle va, la planète, et qu'est-ce qu'on peut faire surtout pour améliorer les choses. Donc j'ai fait un texte que vous avez dû recevoir et dont on va parler, j'imagine. C'est un texte provisoire, transitoire, amendable autant qu'on veut, transformable à loisir. Donc c'est pas du tout quelque chose qui tombe d'en haut.
Simplement, quand on fait ce genre de réunion, c'est mieux de discuter à partir d'un départ. Serait-il contestable sur beaucoup de points? Peu importe, mais on discute. Donc, j'ai fait ce texte qui sera ensuite... Alors, je ne sais même pas s'il servira de manifeste à la fin, on verra, ça, on en décidera. Mais en tout cas, il va évoluer au fur et à mesure des discussions. Et déjà, il y a eu beaucoup de gens, c'est un signe très sympathique et très, comment dire, symptomatique. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit un autre texte, ou qui ont écrit un bout de texte pour mettre dans le texte, etc. Enfin, moi, j'ai reçu beaucoup de textes. Et on a même reçu 400 mails. Donc, le temps de les lire, c'est déjà assez long. 400 mails, alors parfois c'est 4 lignes, hein, ça va, mais parfois il y en a comme ça descend très très loin dans le scrolling, comme on dit. Et donc on va essayer d'en prendre, évidemment, on va pas essayer, on va en tenir le plus grand compte, on va modifier le texte, les propositions, les mesures, en fonction de tous ces apports que nous avons eus, qui nous sont précieux. Et je dois remercier des gens, parce qu'ils ont fait un effort, ils ont travaillé. Delphine Lalu, par exemple, qui a travaillé beaucoup. Géraldine Mühlmann, Ariane Nouchkine a fait un long texte. Alain Touraine m'avait fait un texte au début de la publication du texte. Je sais qu'il est là. Je le salue au passage, d'ailleurs, parce qu'on est toujours ravis de voir Alain Touraine. Jean-Baptiste de Foucault, Pierre-Yves Cossé, Philippe Lemoine, Bernadette Bung, je ne sais pas comment on dit, Maragoyer, Niels Pedersen, Jean-Michel Rouleau, Jean-Michel Ribes. Et puis, il y a l'association D12, qui est importante, parce qu'elle regroupe beaucoup de gens. Et elle est très active en organisation et en proposition. Et elle a envoyé beaucoup elle aussi, de textes, donc qu'elle soit remerciée. Nous allons en tenir le plus grand compte et nous allons constituer un certain nombre de groupes de travail, dont Adrienne, ici présente, et Jean-Philippe, je crois aussi, vont nous parler. Alors, il y a 4 principes, et je vais aller vite parce que je parle longtemps. Il y a 4 principes. Un, c'est la gauche de l'action, mais c'est une gauche de transformation sociale. C'est pas une gauche pusillanime, pas une gauche timide. Il s'agit de transformer la société, il s'agit de changer de cap. Pas de transformer du jour au lendemain, mais il s'agit de faire en sorte que on comprenne que la France prend une orientation différente, sociale et écologique. Et ça doit se voir. Il s'agit de faire du pays, finalement, l'ambition finale, c'est de faire du pays un exemple de nation qui prend à bras-le-corps les 2 grands défis de la mondialisation actuelle, qui sont l'accroissement des inégalités et la prédation contre la planète et le climat. Donc la France doit devenir un exemple, exemplaire dans ce domaine. Et pour ça, alors ça c'est une idée personnelle, ce sont des vieux souvenirs, je pense qu'il faut aboutir à la fin de notre processus, dont je vais parler, à la formulation de 5 ou 6 réformes, comme on dit, structurantes, prises en début de quinquennat et qui permettent de montrer qu'il y a eu un changement, qu'on change d'époque. On passe pas de l'ombre à la lumière, je n'irai pas jusque-là, mais qu'on marque une césure claire, et donc il faut mettre au point ces mesures. Donc, une gauche qui change vraiment les choses. Premier point. Deuxième point, cette gauche doit être crédible. Alors, crédible, ça ne veut pas dire timide. Ça ne veut pas dire on prend le pouvoir, puis on ne fait pas grand-chose, on fait attention, il y a des contraintes, il y a l'Europe, la finance, etc. Donc, c'est pas ça. Mais d'autant plus que la crise est tellement grave que pour être crédible, à mon avis, il faut être audacieux. On arrive avec des demi-mesures, personne n'y croira. Donc, gauche crédible, mais gauche audacieuse. Et puis, il y a le long terme. On ne peut pas... Tout projet de gauche a une perspective de long terme. Comme disent les anglo-saxons, il faut toujours savoir montrer, mettre en scène la ville lumineuse sur la colline. C'est joli, mais c'est assez expressif. Évidemment, pour être crédible, il faut avoir ce but final, donc une société différente, réconciliée, juste. Mais évidemment, c'est une colline, donc il y a un chemin escarpé pour y conduire. Donc il faut éclairer le chemin aussi. Autrement, personne n'y croit. Donc le travail principal consiste, une fois qu'on a fixé, ou rappelé, le but d'une gauche d'action, c'est de montrer les étapes, le chemin. Et puis la gauche crédible, c'est aussi une gauche qui parle des questions qui fâchent. Ça, j'y tiens beaucoup, parce que comme journaliste, je suis confronté en permanence, enfin j'ai été confronté, mais je suis toujours, parce qu'on me fait venir sur les plateaux, constamment avec les mêmes sujets sur lesquels souvent j'ai du mal à répondre, parce que le patrimoine idéologique et intellectuel de la gauche sur ces questions-là est assez faible. On les connaît, l'immigration,
l'application de la laïcité. Il y a toujours un type d'affaires actuelles qui vous dit non, il faut interdire tel truc, alors il faut répondre, ça. Il faut avoir une doctrine dans la manière. Moi, je ne suis pas pour la laïcité ouverte ou fermée, je suis pour la laïcité tout court. Mais encore faut-il trouver ces moyens d'application, notamment compte tenu du fait qu'il y a une troisième ou une quatrième grande religion qui s'est installée dans notre pays après la loi de 1905. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À mon avis, il ne faut pas y toucher, en tout cas pas au principe, mais bon, il faut faire quelque chose. Par exemple, les questions qui fâchent, la dette, les gens vont dire on ne rembourse rien, ça me paraît un peu impossible. On remboursera plus tard, bon, pourquoi pas, on peut en discuter, mais là aussi c'est un problème qui n'est pas seulement technique, qui est politique. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette dette qui est énorme maintenant? On la roule devant nous, d'accord, très bien, mais il y a un moment où ça peut se retourner contre nous. Si jamais les taux d'intérêt se tendent, comme c'est une gauche du gouvernement, elle sera confrontée à des dépenses financières quasiment insupportables. Donc il faut réfléchir à ça. Il y a le rapport à l'Europe, puisque dans une partie de la gauche, on présente toujours l'Europe comme un obstacle. Moi, je suis très européen, je suis pour le projet européen, je suis pour le Green New Deal et tout ce qu'on veut. C'est vrai que par moment, ces contraintes ont largement explosé depuis un an. Mais bon, les contraintes ont pu gêner quand même certains gouvernements de gauche. Il n'y a aucun doute. Et puis, il y a l'insécurité. Alors, l'insécurité, c'est le sujet du moment, hein, pour le coup. Et donc, je me retrouve confronté en permanence à des gens qui m'expliquent qu'il faut mettre tout le monde en prison, qu'il faut prendre des lois, faire la responsabilité pénale à 13 ans, etc. Donc, il faut argumenter contre ces gens-là. Il ne faut pas les laisser dire n'importe quoi. Alors, je dis, mais oui, vous exagérez, il y a moins de criminalité ou de délinquance que ce que vous dites. Mais immédiatement, j'ai l'air d'un laxiste, d'un mou, etc. Et donc, c'est très difficile sur le plan rhétorique, mais pas seulement, c'est parce que la base théorique est faible. Alors même que la gauche a évolué là-dessus. Je ne sais pas dire qu'on est resté à un discours purement anti-sécuritaire, mais quand même, il y a une doctrine à avoir et qui est essentielle. Et notamment, on sait bien que cette question de la sécurité, c'est les couches populaires qui sont le plus victimes de ça, premier point. Et deuxième point, l'inquiétude existe chez elles, donc il faut leur parler. Donc il faut avoir une doctrine sur les questions qui fâchent. Et puis, dernier point, il s'agit d'affronter les défis du nouveau siècle. Donc les nouvelles inégalités, un salariat fracturé, ces questions de reconversion capitalistique, liées au capitalisme, mais liées à l'écologie aussi. Comment on va planifier la reconversion massive de salariés qui seront dans des secteurs dont on estime qu'ils devront décliner. Il y a la question de l'application. Moi, je suis très républicain, je suis très universaliste. Mais il y a une question, c'est que il y a un certain nombre de minorités qui s'estiment brimées, d'abord, discriminées, et surtout sous-représentées massivement dans la société en général, et puis dans les hautes sphères, ou dans les sphères d'encadrement. Alors on répond, bah oui, mais on est républicain, donc nous, la couleur ne connaît pas, et donc on s'en occupe pas. Mais si on avait fait ça pour la question de la parité homme-femme, on n'aurait rien changé. Donc là, il y a une contradiction que je ne sais pas résoudre pour l'instant. Il y a une contradiction entre le discours universaliste, qui est le mien, qui est mon réflexe, qui est même ma conviction la plus profonde, et la réalité des choses qui fait que on ne peut pas continuer à expliquer aux gens d'un certain nombre de quartiers, de cités, que de toute façon, c'est pas pour eux, qu'ils sont dans une autre société. C'est pas possible. Alors, on leur dit pas ça, mais c'est un peu ce qu'on fait quand même. Donc il y a un problème. Et autre exemple, vous savez, il y a ce truc qui s'appelle cancel culture. Consiste à dire tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ils n'ont qu'à se taire. Bon, je résume, hein, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est une question qui ramène à la question numérique. Parce que l'existence de grandes féodalités numériques qui ont pris un pouvoir exorbitant par rapport au pouvoir démocratique fait qu'on a privatisé la censure. Alors, il y a des lois sur la presse, par exemple, il y a quelques exceptions à la liberté d'expression, peu nombreuses, selon la philosophie républicaine. Mais à côté de ça, il y a une autre loi, qui n'est pas une loi d'ailleurs, qui est un état de fait, qui fait que les grandes sociétés numériques exercent elles-mêmes la censure sous la pression de tel ou tel lobby. Alors ça peut être les ennemis de l'empaillage des animaux, par exemple, ou ça peut être tel lobby industriel, mais ça peut être aussi tel groupe militant, etc. Ce qui fait que du coup, la liberté d'expression est rognée en permanence.
Et donc, il faut répondre à ça aussi. Il faut une doctrine là-dessus. On ne peut pas se contenter de dire c'est honteux, ça l'est parfois, honteux de provoquer la démission de tel ou tel, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il a fait exactement, et c'est le pilori, quoi. Mais ça ne suffit pas. Il faut une doctrine sur la question de la censure et de la privatisation de la censure. Bon, je pourrais aligner comme ça beaucoup d'exemples. Je vais m'arrêter là, parce que je vais vous donner la parole. Il faut bien comprendre l'esprit. Donc, on va faire un travail. On a 3 mois ou 4 mois pour le faire, consistant à élaborer une plateforme. C'est une contribution. Il ne s'agit pas d'être contre l'un ou l'autre. Il ne s'agit pas de faire non plus un groupuscule de plus. Il s'agit de faire une association qui a pour fonction de renouveler, alors c'est ambitieuse, hein, de renouveler la culture politique de la gauche, et notamment de la gauche d'action, la gauche de l'action, telle que je l'appelle. Et ensuite, on fera, si tout ça marche bien, et si on a des bonnes propositions, pas jouer d'avance, si on a des bonnes propositions, on fera un appel beaucoup plus solennel que celui qu'on a fait en juillet, pour dire, bon, maintenant, voilà, on a essayé de faire une part du travail, de notre travail. Il serait bon que cette gauche-là se réunisse au-delà des organisations existantes, que celles-ci se dépassent, en quelque sorte, et pour créer un vaste mouvement qui rééquilibre la gauche et qui lui permette de gagner en 2022. C'est ça le programme. Et comme je vois que vous êtes quand même venus, premier point. Deuxième point, qu'il y a beaucoup de signataires. Troisième point, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler. J'en déduis que c'est un souci que je ne suis pas le seul à partager. Beaucoup de gens se soucient de l'avenir de la gauche, c'est-à-dire de l'avenir du pays. Beaucoup de Françaises, de Français retrouvent ce que j'appelle le goût de l'avenir. On a envie de savoir ce qui va se passer après, et comment on peut peser sur cet avenir. Et au fond, on sent renaître, je crois, j'espère, ici notamment, par exemple, l'espérance d'un monde meilleur.